Quand quelqu'un est obsédé par un nouvel amour, cela vient d'un endroit de peur parce qu'ils ne veulent pas forcément s'impliquer vraiment, parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas ou que la personne les quitte. Est-ce que c'est ce que j'entends? Vous savez, personne ne veut être quitté, n'est-ce pas? Ou, si quelqu'un, vous savez, les relations peuvent être très... Il y a beaucoup de responsabilités. C'est presque comme prendre un autre travail. C'est comme... Il peut y avoir de la peur car le changement radical est l'une des 4 grandes peurs, comme je les appelle. Donc, il y a l'embarras, il y a le changement radical, il y a la folie et il y a la mort. Ce sont les 4 choses qui effraient vraiment les humains. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Ask Julie Ryan. C'est là où nous mélangeons spiritualité et pragmatisme pour vous aider à vivre une vie de but et de joie. Nous avons le Dr Kevin Reese avec nous dans l'émission aujourd'hui. Kevin a un doctorat en nutrition et a aidé des milliers de personnes à retrouver leur santé. Il se décrit comme un guérisseur complet. J'ai hâte de découvrir ce que cela signifie, d'entendre ses méthodes et de trouver des conseils utiles pour notre santé. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager cet épisode avec vos proches. C'est une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Allons discuter avec Kevin. Kevin, bienvenue. Je suis ravie que vous soyez là aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Bien sûr. Qu'est-ce que la guérison complète? C'est une méthode ou une pratique que j'ai en quelque sorte inventée. Il y a quelques années, où nous nous attaquons en fait à tout le corps, peu importe ce que vous avez. Et nous faisons cela en combinant la nutrition, en combinant la thérapie d'alignement postural et en combinant la formation à la pleine conscience. Donc, ce que nous faisons, c'est nous nous attaquons au véhicule, au carburant qui entre dans le véhicule et à l'ordinateur de bord qui contrôle le véhicule. Et selon mon expérience, en traitant ces 3-là, le corps guérit vite. Donc, c'est tout l'esprit, le corps, l'esprit, où, vous savez, ce n'est pas des zones séparées, compartimentées, comme le cardiologue et le neurologue et le quoi que ce soit. Exactement. Et c'est une grande partie de mon message dans mes livres et vidéos, c'est, si vous allez dans le système médical, ce que j'appelle le monopole médical, alors il vous regarde par la spécialité. Donc, le podologue n'est pas sur la même longueur d'onde que le neurologue. Le neurologue ne pense pas comme le cardiologue. Et le cardiologue ne pense pas comme vous savez, le spécialiste de la colonne vertébrale. Et c'est, selon moi, insensé. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous nous attaquons à tout le corps. Et une fois que nous apprenons aux gens comment faire cela, c'est une pratique. Vous continuez à le faire, vous ne vous arrêtez pas. Donc, guérir est un verbe. C'est un verbe. Donc, vous continuez à pratiquer la guérison de la tête aux pieds et vous maintenez votre corps en régénération. D'accord. Alors, dites-en plus à ce sujet que la personne pratique, donc elle vient vous voir ou voir l'un de vos praticiens. Que se passe-t-il? Et puis, quel est leur devoir, faute de meilleurs termes, pour qu'ils continuent à le pratiquer sur eux-mêmes? Oui, nous prenions des clients en tête à tête. Nous ne le faisons plus, car nous avons été attaqués assez violemment par certaines personnes. Donc, j'ai lancé un apprentissage virtuel par abonnement. Et donc, les gens rejoignent l'abonnement et c'est très semblable à une école. Donc, nous avons des cours, nous avons des formations, nous avons une communauté et nous leur montrons simplement comment faire cette pratique. Et donc, ils se guérissent eux-mêmes. Et cela nous éloigne de la zone de pratique sans licence. D'accord. Donc, vous avez été attaqué par l'establishment médical. Oh oui, et des justiciers. Vous savez, certaines personnes montent sur leurs grands chevaux et disent juste « ce type est dangereux ». Et ils me signalent et ils envoient des menaces et des choses comme ça. Donc, c'est un business étonnamment dangereux. Intéressant. Mon Dieu. D'accord, je suis d'accord avec vous. Je fais de la guérison énergétique. Je suis une intuitive médicale. C'est comme une IRM humaine, Kevin, et je peux voir dans le corps de quelqu'un avec leur permission. Os cassés, ligaments déchirés, infection virale, infection bactérienne, cancer, peu importe.
Et je leur dis toujours, personne ne guérit quelqu'un d'autre. Nous nous guérissons tous nous-mêmes. C'est vrai. Le travail que je fais, le travail que la médecine allopathique, que la médecine orientale que vous faites, nous aidons tous la personne à se guérir elle-même. Et j'aime utiliser l'analogie de vous aller aux urgences avec une grande lacération à la jambe. Eh bien, ils vont la recoudre, mais ils ne vont pas faire repousser votre peau. Vous faites repousser votre propre peau. C'est une analogie C'est exact. simplifiée pour aider les gens à comprendre. Pouvez-vous nous donner quelques-unes des modalités que vous enseignez pour aider les gens à pouvoir guérir leur corps et de toutes ces différentes catégories crawl que vous avez mentionnées plus tôt? Oui, ce sont juste les trois que j'ai mentionnés. Donc, c'est la nutrition clinique, la thérapie d'alignement postural et la formation à la pleine conscience. D'accord? Pouvez-vous en dire un peu plus sur chacune? Donc, la thérapie d'alignement postural consiste à remettre les muscles en ordre, car ce sont les muscles qui déplacent les os. Donc, quand vos muscles se déséquilibrent, pour ainsi dire, il y a des compensations qui se produisent. Et, vous savez, vos genoux pourraient être tirés de ce côté, et vos épaules peuvent être tirées de l'autre côté, et votre bassin peut être tiré de ce côté. Et cela nous met dans une posture problématique. Et donc, la thérapie d'alignement postural corrige cela. Et c'est à faire quotidiennement. Comment fait-on cela? Avec des étirements? Il y a des étirements, il y a des mouvements de yoga, il y a, il y a une gamme d'exercices différents et nous avons des praticiens qui les mettent dans un format comme un protocole. Et donc, oui, par exemple, si quelqu'un avait un mal de tête, ce serait certains exercices à la suite et dans l'ordre. Et est-ce que cela varie en temps? Comme si vous avez un mal de tête, cela prend 5 minutes. Si vous avez un mal de dos, cela peut prendre 15 ou 20. Oui, c'est possible, mais l'idée générale est de le faire tous les jours. Parce que dormir, s'asseoir, être à un bureau, tout cela. La mémoire musculaire nous verrouille en place. En ce moment, nous sommes assis et nous utilisons notre muscle psoas et nous utilisons toutes sortes de muscles qui chevauchent les articulations. Et, vous savez, ce n'est pas si naturel. Je veux dire, pas pendant 1 heure. Ce n'est pas vraiment. Oui, vous y pensez. Donc, vous savez, nous sommes en position accroupie en ce moment. Donc, la thérapie posturale consiste à tout corriger, parce qu'au cours de la journée, vous allez être dans des positions qui ne sont pas naturelles, Parce que nous ne connaissons pas beaucoup d'hommes des cavernes qui s'asseyaient à des bureaux en regardant un écran. n'est-ce pas? C'est vrai. Ou allongés dans un lit avec un oreiller qui, vous savez, soutient leur tête ou quelque chose comme ça. Vous savez, intéressant. Quand vous comparez les exercices que vous proposez par rapport, par exemple, aux soins chiropratiques, comment se vont-ils de pair? Est-ce que l'un va aborder quelque chose que les soins chiropratiques ne font pas? Je pense que leur philosophie est, vous obtenez cela, le système squelettique aligné, et ensuite les muscles reviennent dans la bonne position. Il me semble que le vôtre est l'inverse de cela. Oui, nous sommes l'opposé. Les muscles déplacent les os. Et nous n'avons pas besoin de toucher qui que ce soit. D'accord. Très bien. Pour que quelqu'un fasse la pratique quotidienne, combien de temps cela prend-il? Et peuvent-ils le faire seuls à la maison? Ont-ils besoin d'un? Le font-ils sur un tapis de yoga ou juste par terre? L'un ou l'autre, dans notre abonnement, nous avons des cours. Nous avons 4 cours de thérapie par semaine. Donc, les gens se connectent via Zoom et ils font leur truc à la maison pendant que l'enseignant les guide. Et ensuite, ils peuvent prendre, vous savez, la routine qu'ils aiment et faire cela toute la semaine et ensuite changer. Et parlez-nous de la composante alimentaire, de votre plan. Oui, nous aidons les gens à se débarrasser de ce que nous appelons les 4 pauvres aliments. C'est le gluten, c'est les huiles, c'est frit, c'est faux. Et ensuite, nous les remplissons de nutrition. Nous les remplissons de suppléments de haute qualité. Et cela peut être très basé sur un protocole. Parfois, cela peut être standardisé, parfois très routinier et basé sur un protocole. Et le corps commence simplement à faire son travail. Les huiles, y compris les soi-disant huiles saines comme l'huile de coco, l'huile d'olive, toutes les huiles, les huiles. L'huile d'avocat est de l'huile. Même l'huile de voiture, c'est de l'huile. Pourquoi est-ce un problème? Je pense que l'idée actuelle
dans l'air du temps en ce moment est qu'il y a de bonnes huiles et il y a de mauvaises huiles. Et il semble que vous les ayez toutes regroupées. Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Qu'avez-vous trouvé? Parce qu'elle s'oxyde avec l'air, donc peu importe si c'est une bonne huile ou une mauvaise huile, elle va être exposée à l'air pendant plus de 15 minutes, elle va s'oxyder tout comme un avocat. Quand vous l'ouvrez sur votre comptoir, c'est pareil. Vous ne le voyez pas car c'est caché dans une bouteille sombre. Et donc, qu'est-ce que l'huile oxydée? Quel problème cela cause-t-il? Dommage des radicaux libres. Elle entre dans votre corps et se lie aux cellules. Donc nous parlons de dommages cellulaires ici. Et cela peut mener à des maladies cardiovasculaires, peut mener à ce que nous appelons le monstre marin et des choses de cette nature. Donc, d'autres graisses que vous préconisez? Oui, les graisses sous leur forme entière sont bien, comme un steak de côte de bœuf, du beurre de haute qualité, du ghee, du suif de bœuf. Oui, ce qui vous plaît. Yaourt. Interesting. Mais les huiles c'est du jus de graisse. C'est une excellente façon de le dire. Jus de graisse, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose que vous trouveriez dans la nature et diriez « Oh, laissez-moi prendre mon jus de graisse ». Vous ne le feriez pas. Dans les années 80 et 90, le régime méditerranéen a été fortement promu et nous avons commencé à consommer des huiles et les maladies cardiovasculaires ont explosé. Oui, et ça a fait. Quand les graisses ont été restreintes? C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pas seulement les huiles. Absolument. Et donc, vous savez, il y avait une campagne. Quand le Crisco est sorti, c'était dans les années 1950, je crois, et il a été breveté par Procter et Gamble, et ils voulaient promouvoir le Crisco. Alors, ils ont lancé une campagne disant que les graisses animales étaient mauvaises et que les graisses végétales étaient bonnes. Et voilà la naissance de cela. Et, vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent débattre, mais, vous savez, le fond est que les maladies cardiaques sont le tueur numéro 1 dans le monde, en ce moment, en 2025. Donc, rien de tout cela n'a fonctionné. Les médicaments statines ne fonctionnent pas. Rien de tout cela n'a fonctionné. Et c'est sur les gens. C'est sur les gens. Le gouvernement ne va pas le changer. Personne ne va le changer. C'est à nous de changer nos habitudes, ce qui ensuite change où va l'argent. Eh bien, et la margarine aussi. La margarine est horrible. Oui, la margarine, oui. Nous avions toujours de la margarine quand j'étais enfant, parce que censément plus saine que le beurre. Moi aussi. Et du soda à l'orange, probablement. Du colorant orange, exactement. Et juste toutes ces choses, grandir avec toutes ces choses. Bonbons, oui. Ce qui est intéressant avec la margarine et le Crisco, je pense juste dans ma tête, j'ai de vieux livres de cuisine qui appartenaient à des membres de la famille, où c'était ceux que une association de dames d'église vendait, et c'était relié chez Kinko's, vous savez. C'était la recette préférée de macaroni au fromage de Salomé et la recette de roulé à la cannelle de Suzy Q et tout ça. Et beaucoup d'entre eux demandent du Crisco par nom. Pas juste, vous savez, utiliser du beurre ou de la margarine. Ils diront non. Utilisez spécifiquement du Crisco dans cette recette, ce qui est fascinant quand on pense au pouvoir du marketing. Comment avons-nous tous été convaincus que cela allait être plus sain que le beurre et la graisse animale régulière? Une grande partie de mon travail consiste à parler de l'esprit humain. J'ai même écrit un livre à ce sujet appelé Cheat Code. Et, vous savez, nous sommes très programmables. Vous pouvez programmer n'importe quoi. Alors comment nous défendre contre cela? Nous devons nous réveiller. Nous devons apprendre que nos pensées ne sont pas nous. Nos émotions ne sont pas nous. Nous devons juste être des observateurs et regarder de près et comprendre quand il s'agit de santé, on se fait arnaquer. Je veux dire, on se fait vraiment, vraiment arnaquer à un haut niveau. Et c'est pourquoi j'ai écrit Monopole médical. C'est le livre pour lequel je serai probablement connu pendant quelques générations. Toi, même si j'ai 10 livres, mais c'est celui-là.
Parce qu'il sera partagé, car c'est un appel au réveil. Il décompose tout le système médical et comment il nous manipule et comment nous sommes programmés pour voir notre blouse blanche comme une figure d'autorité. Mon médecin a dit que vous êtes au barbecue familial et vous savez, vous êtes assis là et vous parlez à tante Jane ou quelqu'un d'autre et elle dit, mon médecin dit que c'est génétique. Et vous êtes comme, eh bien, mon médecin dit, ouais, le médecin dit ça, je dois prendre cette pilule. Et comme vous êtes assis là et avez des conversations de médecin, et enfin, vous devez obtenir une note du médecin pour sortir de l'école, ou maintenant ils ont des jours de santé mentale. Vous savez? Je me souviens, adolescent, il y avait une grande émission à la télé appelée Urgence. Je me souviens de ça. Et quand ça s'est terminé, c'était comme ce grand final, n'est-ce pas? Et puis, la semaine suivante, il y a une nouvelle émission appelée Chicago Hope. Et après ça, c'est Grey's Anatomy. Il y a toujours une émission de médecins à la télévision. Nous sommes constamment programmés. Et si vous regardez vraiment, attentivement, vous remarquerez que c'est tout basé sur les urgences, généralement. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils promeuvent les médecins comme des héros dans les urgences, ce qui peut être absolument exact. Mais ce n'est pas votre médecin de soins primaires. Comment vous êtes-vous intéressé à aider les gens et à aider les gens à guérir en particulier? Eh bien, j'étais dans la radio et la télévision pendant de nombreuses années. Et dans quelle capacité? J'étais un animateur radio professionnel et j'ai touché à la télévision. J'ai fait ça pendant 12 ans, si vous comptez l'université, 16 ans. Vous savez, jamais. Vous n'auriez jamais pu dire à Kevin de 16 ans ou à Kevin de 26 ans qu'il serait un guérisseur, un médecin ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ça n'aurait tout simplement pas. Ça n'aurait pas eu de sens. Donc, vous ne faisiez pas d'émissions sur la santé en particulier? Vous faisiez juste des émissions de divertissement normal? Ouais. Essayant d'être le prochain Howard Stern ou quelque chose comme ça. Vous savez, ce n'était pas dans le plan. Et puis un jour, j'ai commencé. Vous savez, ma santé se détériorait et quand je suis allé dans le système médical, ça a juste pris quelques fois, mais finalement l'ampoule s'est allumée. Je me souviens avoir demandé aux techniciens parce qu'ils faisaient tous ces tests sur mon cœur et tout ça. J'étais à la fin de la vingtaine et je me souviens avoir demandé à l'un des techniciens comme combien coûte cette machine? C'est comme 2 millions. Je suis comme combien de personnes doivent passer par ici pour récupérer l'argent? Et ça a juste commencé à faire tilt. Et une fois que l'illumination est arrivée, j'ai eu. Vous savez, la peur a frappé assez sévèrement car c'était comme wow, nous devons nous sauver. À moins que ce ne soit une urgence, vous savez. Si c'est chronique, vous devez vous sauver. Alors, j'ai commencé à étudier et ensuite, je suis à l'école. Et la prochaine chose que vous savez, je quitte le divertissement. Et la prochaine chose que vous savez, j'ai un doctorat. Et la prochaine chose que vous savez, j'ai des clients. Et ça arrive juste. Alors, quand vous avez dit que vous êtes entré dans la peur, quand vous traversiez le système médical à la fin de la vingtaine, qu'est-ce que vous craigniez? Qu'est-ce qui était votre illumination? Et qu'est-ce que vous craignez à long terme? Je pensais que comme la plupart des gens, le médecin était comme un mécanicien et mon corps était comme une voiture. Et c'est comme, vous savez, quand quelque chose ne va pas, vous allez chez le médecin et puis vous écoutez juste ce qu'ils disent. Et quand j'ai réalisé que ce n'était pas vrai, c'était effrayant. Et j'ai juste réalisé que nous devons le faire nous-mêmes. Comment avez-vous réalisé que ce n'était pas vrai? Que le médecin allait pouvoir vous aider? Parce qu'il n'avait pas de réponse. Il a même dit une fois, il a dit, parce que je posais beaucoup de questions sur mon cœur. Il était comme, Kevin, devons-nous ouvrir votre cœur pour le savoir? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et je suis juste comme, wow, hein? Était-il cardiologue ou votre médecin généraliste? Il était médecin de soins primaires. D'accord. Alors, vous a-t-il envoyé chez un cardiologue? Ouais. Oh, ouais. Et puis le cardiologue, a-t-il répondu à vos questions?
Non, non, pas vraiment, parce que j'essayais de comprendre pourquoi et ceci, cela et l'autre, et les réponses étaient juste constamment génétiques et héréditaires, génétiques et héréditaires. Et donc, bien sûr, je l'ai cru au début. Et, vous savez, mon père a eu une chirurgie à cœur ouvert à 47 ans. Son père est mort sur la table d'opération à 52 ans. Alors, ils insufflent la peur en moi. Vous voyez, à l'époque, j'étais à la fin de la vingtaine. Et c'est comme, eh bien, vous savez, à l'époque où je vous parle, j'ai 45 ans. Et vous savez, j'ai eu des scans, je suis propre. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas à propos de ça, mais... Ah. Ouais, j'ai juste compris que nous devons prendre ça en main. Et vous savez, parfois vous engagez un peu d'aide pour vous guider, comme les gens nous engagent ou rejoignent notre adhésion, ou vous savez, quelqu'un qui a besoin d'aide pour quelque chose peut vous engager. Comme parfois nous avons besoin d'un peu de guidance, mais les blouses blanches n'ont pas de guidance. Ils ont des médicaments, des injections et des chirurgies, et c'est tout. Donc, si vous ne voulez pas de médicaments, d'injections ou de chirurgie, vous n'êtes pas au bon endroit. Quelle a été la cause et comment avez-vous guéri votre corps quand vous aviez ces problèmes cardiaques? Et quels étaient vos symptômes? J'avais des douleurs thoraciques, des crises de panique, tout ce genre de choses. En plus, j'étais en surpoids et puis finalement, mon corps a commencé à se dégrader aussi à force d'être sur l'ordinateur pendant toutes ces années. Je veux dire, la cause est, vous savez, nous revenons à la guérison de la tête aux pieds dans ces 3 facteurs. Vous savez, c'est toujours, vous savez, c'est la nutrition, la posture, l'esprit. Vous savez, c'est toujours une sorte de combinaison de ça. Et je suis sûr que mon système lymphatique ne bougeait pas bien et je suis sûr, vous savez, que mon intestin n'était pas bon. J'avais des cheveux gris à 22 ans, donc j'ai évidemment des carences nutritionnelles et vous savez, ils ne savent rien de tout ça. Alors, nous n'avons pas parlé de l'esprit. Nous avons parlé de la posture et nous avons parlé de la nourriture. Parlez-nous de l'esprit. Oui, il y a un ordinateur dans notre crâne et il se connecte à 2 caméras. Et nous avons un haut-parleur, la bouche, d'accord, et il se connecte à la colonne vertébrale. La colonne vertébrale est comme un disjoncteur et elle se connecte à tout le reste par les nerfs. Donc, vous savez, si vous avez une douleur dans le pied gauche, ça pourrait venir de l'esprit. Il n'y a aucun moyen de savoir avec certitude, mais c'est la beauté de la guérison de la tête aux pieds. Ça n'a pas d'importance. Vous travaillez sur les 3 en même temps. Alors, utilisons ça comme exemple, puisque vous l'avez mentionné. Quelqu'un a une douleur dans le pied gauche et vous dites que ça pourrait venir de l'esprit. Expliquez-nous ce que le protocole serait ou ce que vous suggéreriez à quelqu'un pour aider à soulager cette douleur. Well, nous irions après la nutrition, après la posture, et puis en ce qui concerne l'esprit, nous leur ferions commencer à parler à leur subconscient et commencer à travailler là-dessus et à soulager toute peur ou culpabilité ou honte ou quoi que ce soit qui se passe. C'est un processus de détoxification profonde. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le sous-sol de votre esprit. Pouvez-vous nous donner les grandes lignes de d'accord? J'ai une douleur dans le pied gauche. Je dois parler à mon subconscient. Comment faites-vous ça? Que explorez-vous? Que demandez-vous? Quels sont les... Donnez-nous comme un exemple des révélations qui seraient peut-être identifiées. Et puis, que se passe-t-il après ça? Oui, alors nous surnommons l'enfant intérieur, nous surnommons le subconscient un enfant intérieur. Donc, en faisant ça, vous avez maintenant quelque chose que vous pouvez consoler et nourrir. Et si vous parlez à votre enfant intérieur d'une manière réconfortante, vous pouvez commencer à libérer ces données, comme je aime les appeler, parce que c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est un tas de données, un tas de souvenirs stockés et des choses comme ça. C'est de là que vient le TSPT. Vous savez, quelqu'un qui est dans la guerre du Vietnam ou quelque chose comme ça, et 30 ans plus tard, ils peuvent y être à nouveau et le ressentir à nouveau. Vous savez, tout est stocké dans le subconscient ou l'enfant intérieur. Donc, ça prend. C'est fastidieux.
Donc, ce n'est pas pour tout le monde, parce que beaucoup de gens veulent la pilule magique. Mais vous devez vous asseoir là et vous devez nourrir votre enfant intérieur, tout comme vous nourrissez votre vous de 2 ans. Et ça peut être émotionnel. Alors, avez-vous un protocole de fiche de travail ou quelque chose pour aider à découvrir quels sont ces souvenirs qui causent des traumatismes et puis des douleurs dans le corps? Et trouvez-vous qu'il y a normalement une composante émotionnelle avant qu'une condition médicale ne se manifeste? Ouais. Dans l'adhésion, nous avons des cours vidéo où nous guidons les gens à travers tout ça. Et ouais, c'est une expérience assez émotionnelle pour eux. Ils le font à leur propre rythme et tout, et puis ils surgissent et disent « Devinez ce qui s'est passé? Vous savez, nous avons eu une dame l'autre jour qui était juste comme « Je ne peux pas croire combien je pleure, et je ne suis même pas une pleureuse, mais je pleure juste, et je suis comme « Vous libérez, vous libérez. Vous êtes allé profondément là-bas, et il y a des choses là-bas, et ça remonte. » La plupart des professionnels de la santé agréés diraient que cela pourrait entrer dans un territoire délicat d'avoir des gens libérant ses souvenirs et émotions sans avoir un certain soin professionnel à proximité, au cas où ils en auraient besoin. Avez-vous rencontré ça? D'accord, parlez-nous de ça. Non, parce que la façon dont je l'enseigne est très claire, que ce sont des données. Si vous comprenez que c'est un ordinateur et qu'il y a des données et qu'il y a un algorithme et tout ça, alors il n'y a rien à craindre. Si vous êtes assis là et que vous avez une vision d'un monstre et que vous comprenez mon enseignement, alors vous allez juste dire « Oh, ce sont des données. Comme monstre.com ou Monstres Essiers? Monstres Essiers, comme les films? » Ce film est un programme. C'est un excellent exemple. Ouais. Il n'y a pas de monstre. Vous êtes, votre esprit, stocke tout ça, vous savez, et ça peut juste déborder. Et donc, quand vous comprenez ça, ça enlève la peur. Et je crois que les pensées n'ont pas de sens jusqu'à ce que nous leur en donnions un. Donc, Monstres Essiers est un excellent exemple parce que, vous savez, ce grand monstre bleu poileux avait l'air si effrayant, mais c'était juste comme un gros nounours. Et c'était juste un grand gentil. D'accord avec ça? Vous seriez? Absolument, ouais. Je veux dire, les pensées elles ne sont pas vraiment réelles. Je veux dire, elles semblent réelles. Elles semblent très réelles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sont les pensées? Eh bien, c'est un algorithme. C'est un algorithme qui sort de ton ordinateur. Et elles peuvent être très répétitives. Elles peuvent tourner en boucle. Par exemple, si tu tombes amoureux de quelqu'un, tu pourrais penser à cette personne encore et encore et encore. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu essaies. Comme, je ne veux plus penser à cette personne. Mais tu ne peux pas. Ça continue. Exactement. Ou si tu as peur, même chose. Donc, il n'y a pas beaucoup de contrôle là-dessus, parce que c'est un ordinateur qui crache des données. C'est pourquoi le travail sur l'enfant intérieur fonctionne. Donc, tu l'observes et ensuite tu le consoles. C'est un processus très fastidieux. Mais j'aime donner l'analogie qu'il y a 2 types de données. Il y a les données du Père Noël et il y a les données de Michael Myers, positives et négatives. Donc, le Père Noël, c'est super, non? Tu te sens super confiant et tu sais, je suis l'homme et je passe une super journée et c'est génial. Et la dopamine est là. Mais ensuite, Michael Myers est très sombre. Tu sais, c'est déprimant, c'est effrayant. Qui est Michael Myers? Était-il dans un des films Halloween ou quelque chose comme ça? Oui, c'est le film Halloween. Oui. Donc, je préfère avoir des pensées de Père Noël que des pensées de Michael Myers, mais elles ne sont pas réelles. Donc, revenons à... Tu tombes amoureux de quelqu'un et tu as cette pensée qui tourne en boucle dans ta tête. Et tu dis que tu nourris ton enfant intérieur à ce sujet. À quoi ça ressemble? Tu sais, ça ressemble à... Tu sais, tu mets ta main sur ton cœur et tu te nourris. Comme. Parce que ça va faire remonter de la peur. Parce que tu te dis, pourquoi est-ce que je pense à ça? Tu sais, ça pourrait être
Je suis désolé que tu penses autant à cette personne. Tu sais, pardonne-moi être obsédé par ça. Et tu sais, tu peux aller ailleurs, tu peux penser à d'autres choses. C'est d'accord. Ou ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Tu sais, quoi qu'il arrive, tout va s'arranger. Je suis là pour toi. Tu nourris juste ton subconscient. Donc, quand quelqu'un est obsédé par un nouvel amour, ça vient d'un endroit de peur parce qu'ils ne veulent pas forcément s'impliquer vraiment parce qu'ils ont peur que ça ne marche pas ou que la personne les quitte. C'est ce que j'entends. Ça pourrait. Ça pourrait certainement. Tu sais, personne ne veut être quitté, n'est-ce pas? Ou, ou, si quelqu'un, tu sais, les relations peuvent être très... Il y a beaucoup de responsabilités. C'est comme si tu prenais un autre travail presque. D'une certaine manière, il peut certainement y avoir de la peur parce que le changement radical est l'une des 4 grandes peurs, comme je les appelle. Donc, il y a l'embarras, il y a le changement radical, il y a la folie et il y a la mort. Ce sont les 4 choses qui effraient vraiment les humains. Oui, donc le changement radical serait comme déménager, divorcer, se marier. Y a-t-il un moyen d'aborder ces 4 peurs principales dès le départ et de les annuler avant qu'elles ne se matérialisent? Ou est-ce juste une question de les gérer au fur et à mesure qu'elles apparaissent? Au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Tu ne peux pas vraiment contrôler l'esprit. Beaucoup de gens parlent de contrôle de l'esprit et des choses comme ça, mais tu ne veux pas te battre avec ton esprit. C'est là que la folie arrive. Tu ne veux pas faire ça. Tu veux juste laisser les données apparaître et les gérer au fur et à mesure, sachant que ce sont des données. Comprendre qu'il y a un ordinateur dans ta tête, et c'est juste. C'est un algorithme. C'est pourquoi, tu sais, si tu es un enfant qui regarde une certaine émission de télévision et disons que tu avais de la glace à chaque fois que tu voyais cette émission, eh bien, même en tant qu'adulte, tu pourrais. Cette émission pourrait être mentionnée à un barbecue familial et tu vas automatiquement prendre une glace. Oui, c'est exactement. Conditionnement. Mais est-ce que c'est la même chose? En entraînant l'esprit à faire quelque chose, nous l'entraînons à utiliser du Crisco au lieu du beurre. Nous entraînons l'esprit à, en Amérique, conduire du côté droit de la route, au lieu de, en Europe, conduire du côté gauche de la route. Et je l'ai fait et j'ai dû me rappeler, oh non, je dois aller du côté droit et des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a un contrôle de l'esprit, vraiment, dans tout ce que nous faisons, même des choses que nous mettons en œuvre dans nos propres vies, comme des habitudes. Je me lève le matin, je fais mon lit. Chaque matin, je fais mon lit. Est-ce que c'est du contrôle de l'esprit, si j'ai contrôlé mon esprit pour faire ça? Non, parce qu'il y a une autre partie de ton esprit qui est comme un exécutif, ou un adulte, si tu veux. Et c'est généralement là que tu reçois tes rappels et tout ça. Brosse-toi les dents, fais ton lit, prends à gauche au feu. Ce n'est pas l'enfant intérieur. L'enfant intérieur part dans tous les sens. Et c'est là que tu commences à rêver, tu sais, et tu pourrais retourner dans le passé et commencer à penser à cette chose qui t'est arrivée quand tu avais 12 ans, ou tu peux aller dans le futur et penser à la réunion que tu as vendredi. Et tu sais, ça peut être un endroit pas si bon, l'un ou l'autre, parce que tout ce que nous avons vraiment, c'est maintenant. Alors, comment différencier cet aspect de l'enfant intérieur et l'aspect imaginatif où nous envisageons des choses que nous voulons manifester qui vont être bénéfiques et fabuleuses pour nous? Oui. Dans mon livre, le cheat code, je le décompose en utilisant ton imagination comme un outil, mais tu ne vas pas porter le marteau avec toi toute la journée. Tu l'utilises et puis tu le laisses. Donc, oui, quand tu veux manifester quelque chose ou changer ta vie de cette manière, tu peux certainement utiliser ton esprit comme un outil, mais ce n'est pas aussi bon que le moment présent. Ça ne le sera jamais. Alors, dis-en plus à ce sujet. Tu utilises ton imagination pour envisager quelque chose que tu veux voir arriver, peut-être contre, tu es dans le moment présent.
tu veux. Tu veux partir en vacances à Tahiti, mais tu es à Pittsburgh en ce moment, dans le moment présent. Parle-nous en plus sur comment manifester. Oui, je veux dire, le moment présent est, tu sais, la vérité. Pas de passé, pas de futur. Tu es juste là, comme tu l'étais quand tu avais 1 an, 2 ans, tu sais, avant que le langage ne soit une grande affaire. Non. Mais oui, tu peux utiliser ton esprit comme un outil pour manifester le travail que tu veux, la relation que tu veux, peut-être l'argent que tu veux, certainement parce qu'il y a un ordinateur dans ta tête et il a une fréquence. Et donc, ça va dans cette force divine, ça va dans cette divinité. Tu co-crées et tu peux guérir, aider à guérir ton corps comme ça. Dis en plus à ce sujet. Tu imagines ce que tu veux. Parle-nous de l'envoi de cette fréquence et est-ce qu'elle attire une fréquence similaire? Emmène-nous sur ce chemin pour la guérison et ensuite pour, disons, un travail. Oui, tu peux absolument attirer des choses. Tu augmentes juste ta fréquence et tu te mets dans cet état. Et, tu sais, tu marches sur Terre avec une haute fréquence. Tu sais, une haute positivité. Tu sais, tant que tu ne descends pas dans ça, tu sais, la rareté et le manque et tout ça recommence à avoir peur. Alors, ça devrait fonctionner. Certaines personnes appellent ça la loi de l'Assomption, tu sais, la loi de l'attraction, la loi de ceci, la loi de cela. Mais pas besoin de compliquer. C'est juste un ordinateur dans ta tête. Ça sort, tu sais, il y a une fréquence, tu sais, il y a une fréquence sur cet ordinateur que nous utilisons en ce moment. Ressens-le, tu sais. Et donc, mais le moment présent est toujours là où tu veux être. C'est juste très, très difficile d'y arriver. Et dans les temps anciens, quiconque y parvenait de façon permanente, ils utilisaient le terme éclairé. C'est le terme qu'ils utilisaient. Donc, c'est un être humain très rare. Si tu peux en trouver un qui est là, c'est très rare. C'est un sur 1 million, probablement. Littéralement, probablement. Y a-t-il un moyen pour nous de Aider à faciliter notre présence dans le moment présent? Est-ce par la méditation? Est-ce par la prière? Est-ce par le contrôle de la pensée? Est-ce par une autre méthodologie? Je pense que l'un des meilleurs moyens de le faire est par un mantra, une phrase que tu répètes constamment dans ta tête, parce que cela va distraire l'enfant intérieur de dériver, parce que c'est l'enfant intérieur qui dérive. Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'adulte. C'est d'accord pour eux de dire, tu dois te brosser les dents. C'est d'accord. Tu sais, c'est comme 3 secondes de rappel, mais l'enfant intérieur est celui qui va dériver. Et la prochaine chose que tu sais, tu es en train de rêvasser à quelque chose qui n'a même pas d'importance. Si tu répètes une phrase dans ta tête, comme, disons juste, merci, 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 et ton esprit dit constamment, merci, 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 ça va distraire ton esprit de rêvasser et ça va élever ta fréquence parce que c'est un endroit de gratitude. Et si quelqu'un fait ça, peut-il faire fonctionner la partie adulte de son esprit et la partie imaginative de son esprit pour accomplir des choses et créer des choses qu'il veut manifester et explorer et expérimenter? Oui, absolument. C'est, tu sais, tu es en contrôle. C'est plus comme un bruit de fond. C'est ce que j'entends. Tu dis oui, oui, et tu peux juste consciemment être comme, d'accord, je veux manifester quelque chose maintenant. D'accord, travaillons là-dessus. Et tu le fais pendant quelques minutes, et puis tu reviens et En arrière-plan, la musique est merci, 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 merci. merci, merci, ou je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, ou merci, je t'aime, merci, je t'aime, ou je suis favorisé par Dieu, je suis favorisé par Dieu, ou Dieu aime, tu sais, ce que tu veux que ce soit. Mais c'est mieux que de rêvasser parce que rêvasser n'est pas réel. Tu sais, ce n'est pas. Et c'est pourquoi je dis que les pensées ne sont pas réelles, comme le Père Noël ou Michael Myers. Tu peux avoir des pensées positives, des pensées négatives, mais elles ne sont pas réelles. Ce sont des personnages avec un script et une musique de thème, et ça crée une émotion réelle. Ne te méprends pas, ça crée une émotion réelle. C'est basé sur une fausse prémisse, correct? Oui.
Changeons de direction un instant. Tu as un doctorat en nutrition. Est-ce que... Mec, je ne l'utilise pas. J'allais juste demander, est-ce que ce que tu as appris à l'école s'aligne avec ta pratique actuelle et ta base de connaissances aujourd'hui? Non. Non. Ce que je fais maintenant est complètement autodidacte. J'ai cherché des experts sur le corps, donc j'ai étudié avec un expert du cerveau, un expert de la colonne vertébrale, un expert du pied. C'est comme ça que je suis arrivé à cette guérison de la tête aux pieds en étudiant des gens, en étudiant des spécialistes. C'est juste que les spécialistes n'étudient pas d'autres spécialistes, ce qui les maintient dans leur spécialité. C'est juste, ma spécialité est apparemment le corps entier, mais il n'y a pas d'école qui enseigne ça. Eh bien, je crois aussi que beaucoup d'entre nous supposent que nos dossiers, surtout maintenant qu'ils sont informatisés, que nos dossiers sont partagés avec les différentes spécialités. Et pourtant, les gens découvrent souvent que la spécialité A ne consulte pas vraiment ces dossiers et donc peut-être qu'ils prescrivent quelque chose qui a une contre-indication avec ce qu'un autre praticien a décrit, mais il n'y a pas de recoupement. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, je veux dire, c'est un bazar. C'est un bazar, je sais. Parce que, vous savez, mon père est un vrai désastre. Il est en prison médicale, comme je l'appelle, et les choses se mélangent tout le temps. Il se trompe tout le temps. Il a un médecin pour chaque partie de son corps. And c'est une situation foutue. Est-ce qu'il écoute ce que vous avez à dire quand vous essayez de l'aider? Ou est-ce que c'est juste? Eh bien, il est juste mon fils. Qu'est-ce qu'il sait? C'est qu'il est incroyablement fier, en fait. Je viens de le relocaliser dans une nouvelle clinique de dialyse et il est assis là dans la salle d'attente comme « Avez-vous des cartes de visite sur vous? » Je suis comme ça. Ces gens sont partis et ils sont partis. Comme « Il n'y a rien que je puisse faire pour qui que ce soit. Vous ne voulez pas distribuer mes cartes de visite, s'il vous plaît. » Donc, c'est un père fier. Il croit fermement en ce que je fais. C'est juste qu'il est trop loin. Vous savez, un homme de 78 ans ou un homme de 78 ans et demi, qui est si mal en point, qui est seulement maintenu en vie par le système médical, ne veut pas sortir du système médical parce que c'est trop effrayant. Croyez-vous qu'il est guérissable à ce stade? Absolument. Absolument. Moi aussi. Mais c'est trop effrayant pour lui. C'est trop effrayant pour lui. Bien trop effrayant. Oui, et vous savez, il est probablement encore en vie grâce à moi et à ma mère. Ma mère est l'exécutrice, si vous voulez. Vous savez, comme nous, les femmes, le sommes normalement. Oui, Kevin dit ça, tu dois faire ça. Vous savez, si ce n'était pas pour ça, vous savez, il boirait encore du soda et mangerait une tonne de pain et, vous savez, des sucreries et tout ça. Mais il mange plutôt bien, tout bien considéré, et il devrait probablement être mort. Êtes-vous une amélioration? Son état avec le changement de certaines de ces différentes variables dans sa vie comme la nourriture et d'autres choses? Oui, à un moment donné, son pneumologue l'a fait passer d'un emphysème de stade 4 à un stade 3. Vous savez, juste en changeant le régime alimentaire. Donc, nous avons vu des choses. Et s'il restait sur la bonne voie et écoutait et arrêtait les médicaments, alors il guérirait probablement. Je lui dis tout le temps, tu n'as pas besoin de prendre tous ces médicaments. Garde ton médicament pour la tension artérielle. D'accord. D'accord. Garde tes anticoagulants. D'accord. Garde juste ceux-là. Débarrasse-toi des 13 autres. Mes parents étaient pareils. J'étais mortifiée par le nombre de prescriptions qu'ils prenaient. C'était comme ces boîtes à pilules qu'ils ont, c'est longue pour chaque jour de la semaine. Et il y a 3 sections différentes pour chaque jour. Ils en avaient 2 pour chaque jour. Donc, il y avait 4 ou 5, parfois 6 sections pour chaque jour de médicaments. Et je me disais juste quoi? C'est effrayant avec tout ça. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tolérons-nous ça? Est-ce que nous ne savons tout simplement pas mieux? C'est juste ce qu'on nous a appris. On revient à la programmation. Oui, oui. Retour à Père Noël. Eh bien, et le zeitgeist change, je sens, avec ma génération. Je suis
Je suis une génération avant vous, au moins. Mais mes parents qui sont nés dans les années 20 et certainement mes grands-parents qui sont nés au tournant du 20e siècle, ils faisaient juste. Si le médecin le disait, il le faisait. Il ne remettait même pas en question. Je pense que l'information est bien plus facilement accessible maintenant à la population générale qu'elle ne l'était à l'époque. Mais voyez-vous un changement dans les jeunes générations de cela? Il y a moins de loyauté envers ce qu'on leur dit de faire par l'établissement médical. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux et c'est vraiment le grand éveil parce que l'information est là. Donc, mais beaucoup de gens dans la vingtaine s'en fichent. Vous savez, le corps peut commencer à se dégrader vers 30, 35 ans. Et c'est là qu'ils commencent à s'en soucier un peu. Et puis, ils iront sur leur TikTok ou leur YouTube ou quoi que ce soit, Instagram, et ils feront des recherches, peut-être trouveront quelqu'un comme moi, et ils obtiendront juste des informations et de l'inspiration. Et ils commenceront à sortir un peu du système médical. Oui, je crois que le travail que je fais, comme je l'ai dit, fait partie de l'équation de guérison. Et tout le monde sera conduit sur un chemin que leur esprit veut explorer et expérimenter. Que cela implique ce que traverse votre père avec beaucoup de médicaments dans la dialyse et comment il choisit de suivre ce chemin, certainement avec quelqu'un comme vous, qui est son fils, qui a une vision totalement différente de ses plans de traitement et il peut choisir ce qu'il veut mettre en œuvre. Et c'est son droit, c'est sa vie. C'est sa vie. Il a l'impression d'être trop loin. Et si c'est ce qu'il ressent et c'est ce qu'il est, je suis d'accord. Croyez-vous que vous êtes en mission spirituelle pour aider à éduquer les gens? Qu'il y a d'autres façons de guérir? Vous croyez que vous êtes guidé? Oui, mon histoire est très détaillée. Elle est très complexe. Et donc, juste pour passer d'une carrière à l'autre, et elles sont totalement opposées. Et puis, vous ajoutez la couche 2. Je travaillais sur moi-même spirituellement, en coulisses, depuis environ 2010. Peut-être même avant que je commence à méditer, même avant. Que faisiez-vous pour travailler sur vous-même spirituellement? Je méditais en 08, 09. C'est là que ça a commencé. Et puis, en 2011, j'ai eu une expérience spirituelle. Certains appellent cela Satori. Alors, racontez-nous ça. Vous ne pouvez pas juste lancer ça comme un teasing et ne pas nous dire ce qui s'est passé. Dites-nous ce qui s'est passé. Je traversais une expérience sombre. Et mon esprit s'est juste arrêté. Il s'est juste arrêté. Il n'y avait pas de passé. Il n'y avait pas de futur. C'était juste le moment présent. Et c'était beau parce que toute ma douleur mentale a disparu. Mais ensuite, tout est revenu, après 1 heure environ, et j'étais comme, qu'est-ce que c'est? Méditiez-vous? Non, 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 j'étais juste. Je faisais les 100 pas. Je faisais les 100 pas et, vous savez, je me suis juste effondré sur le canapé. Et puis, une fois que c'est arrivé, j'ai juste commencé à rire, comme vous avez déjà vu un film de Joker ou quelque chose. Je riais juste comme le Joker. Mais ensuite, tout est revenu. Et puis, bien sûr, c'est là que j'ai réalisé que j'étais comme, qu'est-ce que c'est? Comment puis-je le récupérer? Pour faire court, j'ai fini dans un ashram à New York et j'ai rencontré un homme qui est devenu mon père spirituel ou mentor, quel que soit le terme que vous préférez. Et il m'a mentoré pendant 7 ans. Et l'histoire est très complexe. Elle est très complexe. Et vous savez, elle va au-delà des questions de santé. Mais oui, vous savez, j'ai arrêté en 2018. J'ai cessé d'être praticien, j'étais épuisé, j'ai juste arrêté. Et vous savez, j'ai été un peu comme ramené, vous savez, à travers une période difficile, nuit noire de l'âme. Et donc, je me souviens être tombé à genoux une nuit et, comme parler au ciel, vous savez, parler à Dieu et être comme, si tu me sors de ça, que veux-tu? Veux-tu? Tu veux que j'aide les gens à nouveau? Comme, que veux-tu? Vous savez, juste une de ces choses. Et oui, je suis finalement revenu. Et en
6 mois de retour, je suis devenu viral and became notoire ou célèbre, quel que soit le terme que vous préférez. Nous étions lancés, vous savez. Et la prochaine chose que je sais que j'ai des abonnés partout dans le monde et des admirateurs partout dans le monde, des détracteurs partout dans le monde, des débatteurs partout dans le monde. Et, vous savez, je dois me pincer tous les jours. Comme c'est fou. Donc, vous êtes en mission de Dieu. Vous êtes un peu comme l'un des Blues Brothers, hein? Je dois voir maintenant. Je dois aller regarder ce film. Je sais, c'est génial, non? Chaque fois que j'entends que je suis en mission de Dieu, je pense toujours à les vieux Saturday Night Live, faire ça. Je veux dire, je suis définitivement en mission. Malheureusement, c'est une mission dangereuse. Pourquoi est-ce dangereux? Ils n'aiment pas que je fasse ce que je fais. Qui sont-ils? Qui qu'ils soient. Je reçois juste beaucoup de menaces et tout ça. Donc, Comme des menaces de mort? Ou on va vous arrêter ou quoi? oui, tribunal. Menaces de mort. Really? Yeah, Wow. yeah. Wow. Dernière question. Pourquoi nous incarnons-nous? Pourquoi nous incarnons-nous? Pour le refaire. Pour essayer de bien faire. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il y a différents niveaux. Je pense. Ma compréhension est qu'il y a 2 types d'éveil. Il y a l'éveil du cœur et il y a l'éveil de l'esprit. L'esprit est probablement plus élevé que le cœur, mais le cœur, vous savez, cette compassion, ça vaut tout. Donc, si je devais supposer, ce serait d'ouvrir votre cœur et d'arrêter vos pensées à un moment donné. C'est le jeu. C'est tout le jeu. Arrêtez votre esprit. Comme il s'est arrêté pour moi, même si ce n'est que pour 1 heure, vous savez, et c'est arrivé à nouveau 10 ans plus tard. Que s'est-il passé dans cette situation? Ça s'est juste arrêté. Ça s'est juste arrêté. Je me souviens d'avoir fait une promenade et juste regarder les arbres et être comme « Wow, mon esprit ne bouge pas en ce moment. Wow, c'est beau. » Pensez-vous que vous étiez dans une réalité différente? Que pensez-vous qu'il se passait? Non, non. Je pense juste que mon esprit s'est arrêté. L'enfant intérieur s'est arrêté. Et c'est juste un ordinateur. Si vous le regardez comme ça n'a pas besoin d'être plus profond que ça. Je regarde l'esprit comme le cœur ou le foie, vous savez. C'est une chose à l'intérieur de vous que vous avez reçue et elle fonctionne d'une certaine manière. Donc, je pense que quand l'enfant intérieur se tait enfin, vous êtes maintenant dans un état de paix intérieure permanente. Parce que si l'esprit ne bougeait pas, vous seriez béat, vous seriez béat, vous seriez juste si joyeux. Et comme un bébé, vous savez, je plaisante toujours quand je vois un bébé. Je suis comme, tu es heureux parce que tu n'as pas de facture. C'est la seule raison pour laquelle tu es heureux. C'est juste une blague. Mais, vous savez, c'est comme, vous savez, si votre esprit se tait, vous n'avez pas vraiment de soucis. Vous n'avez plus ces émotions négatives, parce qu'il n'y a plus de peur, il n'y a plus de colère, il n'y a rien de tout ça. Mais ça prend du temps pour y arriver. Ce n'est pas un processus de 10 minutes, vous savez, ça pourrait être un processus de toute une vie. Ça pourrait être quelques processus de vie, vous savez, intéressants, mais qui sait? Quelle conversation fascinante. Nous avons abordé beaucoup de sujets différents ici pendant cette discussion et cela nous donne certainement matière à réflexion, sans jeu de mots. Avec ce que nous avons discuté, comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et votre travail? derkevinreis.com, derkevinrez.com. Vous pouvez voir tous nos témoignages. Nous avons le plus jamais enregistré. Je veux dire, c'est ridicule. Combien est le plus? C'est plus de 10 heures. OK. C'est juste sans arrêt. Vous pourriez vous asseoir là et regarder des gens guérir pendant plus de 10 heures. C'est ridicule. Les gens pourraient suivre un cours gratuit. Ils pourraient acheter mes livres. Il y a 10 livres. Et oui, derkevinreis.com est le centre. Bien sûr, vous pouvez me trouver sur Facebook et tout ça aussi. D'accord, ça a l'air bien. Très bien tout le monde. Nous vous envoyons beaucoup d'amour de notre doux foyer en Alabama et du Connecticut où se trouve Kevin. On se voit la prochaine fois.
pour améliorer votre voyage spirituel. Cliquez sur l'une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager avec votre famille et vos amis.